Alors, pour répondre à ce problème, je pense qu'il y a un préalable à faire. L'État syrien, normalement, est l'État compétent sur le territoire syrien, ce qui est assez logique, pour l'échange d'informations, la maîtrise de terroristes, pourquoi pas l'extradition de terroristes. Mais aujourd'hui, comme les Européens sont dans une logique moralisatrice, manichéenne, et en plus, comme les Européens et les Occidentaux n'ont pas défini qui était l'ennemi principal. L'ennemi principal, ce ne sont pas uniquement les djihadistes de Daesh, ce sont tous les groupes islamistes rebelles, sunnites, qui ont voulu renverser un régime en place. La Syrie a été victime d'un véritable plan international, du djihadisme international, Daesh, mais aussi Al-Qaïda, et aussi les groupes des frères musulmans combattants. Vous savez que les frères musulmans en Syrie sont la branche la plus radicale et la plus terroriste des frères musulmans, comme le Hamas à Gaza. Et donc il y a véritablement en Syrie le rassemblement de tous les terroristes internationaux qui ont pu passer par là. À Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, on a aujourd'hui plus de 20 000 militants d'Al-Qaïda et on a la plus grande concentration de djihadistes d'Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Et on a réussi, soi-disant, à vaincre Daesh, mais la solution assez hypocrite des Occidentaux, c'était de déléguer aux Kurdes la gestion, si j'ose dire, des terroristes djihadistes, voire leur condamnation, leur emprisonnement. Et quand les Kurdes nous demandaient également de nous en occuper, et quand nous voulions juger nous-mêmes des terroristes pris par les Kurdes, nous n'avions pas les moyens, par rapport à l'opinion publique, de les rapatrier sur le territoire français. Alors on a décidé de passer par l'Irak. Donc pour juger les terroristes syriens, on n'a pas voulu les juger en France, on n'a pas voulu les rapatrier, on a demandé soit aux Kurdes de les emprisonner, mais les Kurdes n'ont pas un État. Ils ne peuvent pas juger avec un État reconnu internationalement, puisque le Kurdistan, qu'on le veuille ou non, n'existe pas. Et deuxièmement, on a demandé à un autre pays, l'Irak, de s'occuper des terroristes qui ont commis des crimes en Syrie. Une situation complètement ahurissante. Et tout ça parce qu'on est hypocrite, on ne veut pas revenir sur cette politique de moralisation et on juge que ce serait immoral de coopérer avec l'État syrien. Mais nous n'avons pas le choix. L'État syrien est un État dictatorial, peut-être, mais ce n'est pas l'ennemi de la France. Aujourd'hui, la Syrie n'est pas l'ennemi de la France. Elle n'agresse pas la France. Donc, il n'y aurait rien d'immoral d'un point de vue de l'intérêt national à coopérer. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que Assad est fantastique, mais juste rétablir des relations diplomatiques, sécuritaires et politiques minimales, au moins pour coopérer sur la menace commune qui est le djihadisme. Eh bien aujourd'hui, maintenant que l'opération Source de la paix, qui est un drôle de nom pour une opération de purification ethnique, l'opération Source de la paix menée par les Turcs, qui fait suite à une première opération il y a quelques années, a pour but de continuer le travail qui a été fait dans l'ouest, nord-ouest de la Syrie, où déjà depuis plusieurs années, les Kurdes, avec la bénédiction russe, mais aussi américaine, surtout américaine, qui a lâché les Kurdes, l'armée turque et ses milices islamistes purifient ethniquement le nord-ouest de la Syrie et ont massacré de nombreux Kurdes, mais il faut le reconnaître aussi, également des membres d'autres minorités, y compris arméniennes ou assyro-chaldéennes, car il y a encore des minorités aussi chrétiennes qui sont entre deux feux, entre les Kurdes et les djihadistes. Et depuis l'opération Source de la paix de l'armée kurde, des milices pro-kurdes, des milices pro-turques, islamistes radicales, accompagnés par l'armée turque, ont fait des exactions terribles. J'ai même vu des vidéos de meurtres absolument terribles, de femmes massacrées à bout portant, de têtes coupées, et on voit des militaires turcs avec des têtes dans la main, à côté de miliciens islamistes arabes syriens, pro-turcs, qui font une véritable purification ethnique, et ils sont en train de remplacer les populations kurdes dans la bande de sécurité par soit l'armée turque, soit surtout des populations syriennes et des milices syriennes, arabes, islamistes extrêmement radicales.
Donc aujourd'hui, l'Occident est très ennuyé, il est mis en face de ses responsabilités. L'Occident ne voulait pas s'occuper de ces terroristes, l'Occident voulait se laver les mains. Aujourd'hui, l'entente entre Erdogan, Poutine et Trump, parce qu'il y a eu un accord entre Poutine et Erdogan dans un premier temps, et entre Erdogan et Trump dans un second temps, en gros, ces trois grandes puissances, Amérique, Russie et Turquie, ont décidé d'abandonner les Kurdes, en tout cas de ne pas permettre aux Kurdes d'avoir un État séparé en Syrie, mais ce qui est relativement logique d'un point de vue du droit international, puisque seul l'État syrien, normalement, peut contrôler le territoire syrien. Et les Américains et les Russes savaient très bien qu'il était très difficile de régler le problème syrien sans donner un minimum aux Turcs. Je ne justifie pas ce qui s'est fait, c'est terrible. Nous avons utilisé les Kurdes et ensuite nous les avons abandonnés. Quand je dis nous, c'est à la fois les Occidentaux et les Russes. On a tous plus ou moins abandonné les Kurdes. Mais d'un autre côté, on ne peut pas favoriser le séparatisme sans avoir des gros problèmes avec la Turquie. Et c'est pour ça que la Turquie, depuis des années, est devenue encore plus anti-occidentale qu'avant. La Turquie reproche aux Occidentaux de favoriser le séparatisme en Syrie. Or, les Kurdes de Syrie sont les amis des Kurdes d'Irak. Les Kurdes de Syrie sont les amis des Kurdes de Turquie. Donc, la situation est inextricable. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons coopérer avec l'État syrien pour gérer ce problème sécuritaire, puisque les Kurdes auront de moins en moins la possibilité de gérer pour eux. Et ils l'ont dit eux-mêmes, même quand nous étions encore alliés, avant de les abandonner, les Kurdes avaient demandé aux Occidentaux de récupérer leurs djihadistes. Membres de famille. C'est très compliqué de gérer les membres des familles, puisque un enfant qui a moins de 10 ans ne peut pas être condamné, emprisonné. Très difficile, impossible dans la démocratie. Une femme n'est pas forcément responsable, où elle a pu être manipulée dans une organisation humanitaire, ensuite être prise, elle a pu être capturée. Souvent, quand même, elles sont volontaires, elles ont voulu émigrer dans l'État islamique, mais on a très peu de preuves d'exécutions commises par des femmes. Les enfants sont innocents par nature, et beaucoup d'entre eux ont moins de 7 ans. Donc, la plupart des enfants ne seront jamais condamnés, jamais emprisonnés, et la plupart des femmes sont presque impossibles à emprisonner longtemps. Quelques-unes prendront 1 ou 2 ans de prison, mais on a une majorité des familles des djihadistes ne seront pas emprisonnées et donc seront dans la nature. S'ils sont rapatriés, ils vont pouvoir contaminer, puisque beaucoup ne seront pas désislamisés. Les programmes de déradicalisation ne marchent pas et on s'est même rendu compte que des enfants, s'ils ont moins de 12 ans, eh bien, parfois, il est difficile de les décontaminer. Il y a des expériences en Syrie et en Irak qui sont terribles. On a retrouvé des enfants kurdes, qui pourtant étaient les pires ennemis de Daesh, qui avaient été pris quand on avait violé leur mère, et qui sont nés, ou qui ont été pris à leur famille, ou qui sont nés de viol, et qui étaient d'origine yézidi. Eh bien, on a du mal à les réconcilier avec leur peuple d'origine. Ils ont été très profondément radicalisés. Et on a des cas de yézidis qui sont retournés dans leur famille. Eh bien, ils regrettent l'époque où ils faisaient la prière 5 fois par jour et qu'ils vivaient de manière islamique. Ils ont du mal à se réadapter. Alors imaginez, ça veut dire qu'un conditionnement est très difficile à enlever, mais en même temps, ce n'est pas juste de condamner les enfants des djihadistes et on ne peut pas mettre en prison sans preuve des gens si on ne sait pas qu'ils sont nuisibles. Donc c'est une véritable bombe à retardement. On a plusieurs centaines de djihadistes et plusieurs centaines de familles de djihadistes qui vont revenir, qui sont en train de revenir. On a aussi tous ceux qui vont être libérés de prison, de la première arrivée de 2012-2014, et qui vont prendre 2, 3, 4 ans de prison, qui sont libérables cette année et l'année prochaine. On a plusieurs centaines de djihadistes qui vont être libérés de nos prisons, sans parler de ceux qui reviennent illégalement de manière secrète, et sans parler de ceux qu'on va être obligé de rapatrier, surtout des enfants. Il est difficile de ne pas rapatrier certains enfants et certaines familles. Donc le problème est terrible, nous n'avons pas assez de prisons, les juges ne sont pas assez bien formés et on a des programmes de déradicalisation très peu efficaces. Terroristes.
il est certain que le retour des djihadistes sera forcément lourd de conséquences, puisque nous savons aujourd'hui que les djihadistes actuels, la plupart, les djihadistes des années 2012, 2017, 2018, 2019, sont des djihadistes qui ont été formés par ceux des années 2000. Et les djihadistes des années 2000 étaient les héritiers de leurs grands frères des années 90. Depuis les années 90, on a plusieurs générations de djihadistes et c'est ceux qui sont emprisonnés, lorsqu'ils sont libérés, ils forment à leur tour des plus jeunes. Donc forcément, quand un djihadiste reviendra de Syrie ou d'Irak, ou d'ailleurs, certains ont été formés au Yémen, eh bien quand ils reviendront du théâtre syro-irakien, dans leur quartier d'origine, il faut savoir qu'un djihadiste n'est jamais seul, même s'il a l'air d'être seul. Et quand il revient dans son quartier, il y a un milieu favorable. Souvent, effectivement, il y a très peu de djihadistes, mais il y a beaucoup plus de gens favorables que de gens qui vont jusqu'au bout. Ça veut dire que pour un djihadiste, on aura peut-être dans un quartier une centaine de personnes qui vont trouver ça magnifique, qui vont trouver ça héroïque, qui vont considérer le revenant, le djihadiste qui revient de Syrie, comme un héros. Et ce héros, même s'il n'arrive pas à convaincre d'être terroriste 100 personnes, il va en convaincre très probablement un ou deux. Donc il est absolument certain que si des centaines de terroristes reviennent de Syrie, ce sera des héros dans certains quartiers. Ils auront un charisme, ils seront considérés comme des héros et ils vont former des petits. Ils vont en tout cas essayer de former des petits et probablement, même si ça ne marche pas, plusieurs personnes seront tentées d'imiter leur parcours. Donc c'est un problème extrêmement grave et nous sommes donc certains que l'État, même le meilleur État, ne peut pas empêcher ce phénomène. L'Italie, par exemple, peut. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, la plupart des terroristes sont de nationalité étrangère et la plupart des propagateurs d'idéologie islamiste et d'imams fanatiques, en général, sont de nationalité étrangère. Car l'islam est arrivé très récemment en Italie et c'est pratiquement que des gens de nationalité étrangère ou qui sont nés à l'étranger, même s'ils sont italiens. Il est très facile d'empêcher le terrorisme en Italie puisqu'on peut expulser tous les radicaux. Mais en France, vous ne pouvez pas, quand quelqu'un revient pour être jugé, s'il a été condamné à 4 ans de prison, vous ne pouvez pas l'expulser définitivement. En Italie, on peut définitivement expulser pour protection de la sûreté de l'État n'importe quel susceptible d'être radicalisable. En France, et c'est normal, quelqu'un qui est français, une fois qu'il a accompli sa peine de prison, il reste sur le territoire, il continue à nuire, les bracelets électroniques n'empêchent rien, les programmes de déradicalisation ne fonctionnent pas et le suivi des terroristes est presque impossible puisqu'il faut entre 15 et 18 personnes pour suivre 24 heures sur 24 un homme dangereux. On a 1/10 des fonctionnaires nécessaires pour suivre tout le monde de manière très très efficace 24 heures sur 24. Donc ces gens vont commettre de nouveaux attentats. On sait qu'il est presque impossible de déradicaliser des gens qui ont pris le goût du sang, de la mort, qui ont joué avec des têtes, qui ont été en Syrie ou qui ont fait des attentats en France ou en Europe et qui ont été emprisonnés. Donc le problème des gens qui sortent de prison, on sait que c'est comme si on lâchait des prédateurs dans la nature ou des loups dans des bergeries. Il est absolument impossible aujourd'hui de les empêcher de recommencer. Et donc, comme ils vont prendre des années de prison minimales, en moyenne, ils prennent 3-4 ans de prison. Si on compte les réductions de peine, ou plutôt, même s'ils prennent 10 ans, ils vont faire 5 ans maximum. La moyenne, c'est entre 7 et 5 ans, et c'est souvent moins que cela. Donc, dans quelques années, les djihadistes qui vont être emprisonnés en 2019 vont sortir. De même que ceux qui ont été emprisonnés en 2013-2015 sont déjà en train de sortir. 2019, 2020, ça va être des années où de nombreux prisonniers vont sortir. Et donc c'est pour ça que certains proposent une solution qui paraît inhumaine, mais qui est, puisque la peine de mort est interdite chez nous, ce serait un isolement total dans une île ou dans un endroit totalement fermé, c'est-à-dire bannissement à vie. Que des personnes qui ont été condamnées pour djihadisme,
qui sont absolument dangereuses, non déradicalisables, et bien qu'il y ait une sanction, c'est-à-dire qu'à vie, ces personnes ne puissent plus séjourner en France. Qu'elles soient sur un territoire français fermé, comme à l'époque, où il y avait des bagnes. Bien sûr, ce sera pas on ne peut pas les condamner à des travaux forcés, ça a été aboli, mais les isoler dans un endroit où ils ne pourront jamais bouger. C'est la seule solution parce qu'en prison en France, ils vont convertir d'autres personnes. Il faut les isoler et comme on ne peut pas pratiquer la peine de mort ni des choses inhumaines, eh bien on les mettrait dans un endroit où ils seraient définitivement isolés. C'est la seule solution aujourd'hui compatible avec le droit occidental.